Bonjour au show Minter Dialogue, épisode numéro 108. Aujourd'hui, nous sommes le 13 septembre 2020. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Mon invité aujourd'hui est Violaine Champetier de Ribes. Violaine est conférencière, écrivaine et co-auteure avec Jean Spiri d'un livre paru en français d'abord en septembre 2018 et depuis janvier 2020 en anglais aux éditions 100 000 milliards. Demain, tous estoniens? L'Estonie, une réponse au GAFA. Dans cette conversation avec Violaine, nous discutons du chemin qui a amené l'Estonie à devenir une force digitale, un État pleinement transformé et prêt pour les enjeux digitaux de l'avenir. Plein de leçons pour les organisations qui veulent prendre le dessus du digital. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur iTunes. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Violaine, nous nous retrouvons dans cette période étrange, on va dire, à distance. On se connaît depuis plusieurs années et en fait, grâce à toi, j'ai découvert personnellement l'Estonie. Tu as la plume et avec cette plume, tu as écrit ce livre que j'ai beaucoup aimé, The Full Digital Nations. En fait, je l'ai lu, moi, en anglais, par paresse, mais il existe évidemment en français. Comment est-ce que tu aimerais te présenter, Violaine? Alors ça, c'est une question piège, là. C'est dur pour commencer. Comment j'aimerais me présenter comme entrepreneur et co-auteur du livre Demain tous estoniens, parce que c'est le titre français. Et bravo pour ce livre qui est sorti juste avant, en tout cas dans la version anglaise, juste avant la période pandémique, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Comment était ce lancement et comment est-ce que tu as pu faire? Parce qu'évidemment, en tant qu'auteur, je m'inquiète beaucoup de comment vendre les livres sans librairie. On devait faire un lancement à Londres qui malheureusement a été annulé. Et du coup, j'ai fait quelques petites vidéos et le reste est passé par les réseaux sociaux. Alors, l'Estonie, c'est quand même un pays incroyable. J'ai eu l'occasion de visiter quelques fois l'année dernière et découvert la beauté du pays. C'est quand même un petit pays, on peut dire ça, avec 1,3 million habitants. Tout à fait. Mais ils sortent du lot. Et alors, comment est-ce que tu as découvert l'Estonie? Enfin, c'était qui ou comment tu as fait? Alors, je l'ai découvert par curiosité, parce que je m'intéresse beaucoup à l'innovation et à tout ce qui est digital. Et l'Estonie a été classée première société digitale au monde. Et donc, ça m'a beaucoup intriguée. Et j'ai eu envie de comprendre et de voir comment ça se passait sur place, comment on vivait dans un pays qui était la première société digitale au monde. Et alors, il n'y a personne qui t'a amené dedans ou c'était juste par curiosité intellectuelle, ainsi, par le fait que tu as découvert que c'était un pays digital? Alors, je l'ai découvert par curiosité, par veille, parce que je faisais beaucoup de veille sur le sujet. Et ensuite, j'ai eu l'occasion d'y aller à travers un voyage d'études avec Jean-Michel Biot. Et sur place, j'ai pu découvrir sur quoi reposaient les fondements de cet État plateforme. Alors, l'Estonie, donc un pays digital, qui pourrait être un indicateur comment les autres pays s'y prendre, mais il y a quand même des particularités à l'Estonie dans la manière qu'ils sont arrivés à être digital. Parle-nous, comment l'Estonie est arrivée à ce point à être aussi fort, puisque avec une historique, on va dire, soviétique, on n'aurait pas imaginé que ce serait un pays digital. Alors, pour remettre les choses dans la perspective historique, l'Estonie a été donc occupée par l'Union soviétique pendant 50 ans, et en 1991, elle a retrouvé son indépendance. En 1991, l'Estonie était un pays extrêmement pauvre,
puisque l'économie soviétique avait complètement paupérisé le pays. Et ils avaient très peu d'argent et un pays, et à la fois un pays et à la fois un État à reconstruire, et ils sont vraiment partis de zéro. C'est vraiment, ils appellent ça la page blanche. Il fallait effacer les années soviétiques, et il fallait recréer un État en, en embarquant la population et en créant une adhésion à la notion d'État, alors que pendant 50 ans, l'État avait été centralisé, ça avait été Big Brother. Ils ont connu Big Brother pendant 50 ans, parce que sous l'occupation soviétique, chaque information que l'État avait sur vous, il s'en servait pour vous réduire vos libertés, et pratiquement toutes les familles estoniennes ont eu une personne ou plusieurs qui ont été déportés en Sibérie, si ce n'est assassinés. Alors, beaucoup de méfiance du gouvernement. Pourtant, c'est le gouvernement qui a amené le sujet du digital, enfin, en grande partie. C'est souvent, ils sont en arrière. Je parle souvent du fait que les gouvernements, les parlements au monde écrivent des lois bien après que tout s'est déjà fait. Et généralement, ce n'est pas les hommes et les femmes politiques qui sont les plus digitaux au monde. Alors qu'en Estonie, c'est différent. Oui, c'est différent pour plusieurs raisons. Pour la raison historique, au moment de reconstruire l'État après l'indépendance, l'Estonie a eu la chance d'avoir des politiciens extrêmement visionnaires, et qui ont compris ce qu'ils pouvaient tirer de la technologie, de l'informatique et d'Internet. Ensuite, comme ils ont voulu réinventer la notion d'État, ils ont embarqué la population, et ils ont réinventé cette notion en mettant le citoyen au centre. Et donc, en Estonie, l'État est au service du citoyen pour lui faciliter la vie, et donc en partant de là, on fait des démarches les plus faciles possibles et les plus simples possibles. Par exemple, c'est écrit dans la loi, l'État en Estonie n'a pas le droit de demander 2 fois dans une vie le même renseignement à un citoyen. Ça, quand on est français, ça fait rêver. Enfin, j'ai envie de dire, ça fait rêver avec n'importe quel service clientèle. Oui, tout à fait. Parce que voilà, tu appelles, votre business est important pour nous, veuillez patienter. Et on patiente, on patiente. Voilà, on explique le truc. Ah non, mais c'est pas ici qu'il fallait appeler, c'est un autre service. On reprend le coup de téléphone, ça revient. Bonjour monsieur, votre business est important, expliquez-moi. Je viens d'expliquer. Et donc, je veux dire, ce genre de choses écrites dans une loi, c'est visionnaire. Tout à fait. Et alors, ça vient aussi du fait que l'État estonien à l'époque avait peu d'argent, et il fallait reconstruire toute l'administration, et n'avait pas les moyens de créer des bâtiments administratifs dans tout le pays. Donc la solution informatique s'est imposée. Ça venait aussi d'une volonté d'indépendance, de ne dépendre de personne. Donc ils ont refusé les propositions d'aide ou d'achat de systèmes informatiques à l'étranger pour ne pas s'endetter. Et ils ont décidé de créer la solution eux-mêmes. Cette solution que maintenant tout le monde leur envie. Et est-ce que les autres pays, c'est facile à reprendre? Car en fait, j'imagine que c'est en partie état d'esprit et en partie technique. Alors, c'est plus des 3/4 l'état d'esprit, la culture et une vision. La technologie n'est que 20% en fait. Et c'est très important, parce qu'on croit que, en fait, il faut mettre de la technologie partout pour être moderne, ou pour que ça fonctionne. La technologie n'est qu'un outil. Donc, c'est comme si vous avez un marteau. Quand on a un marteau, on peut tuer quelqu'un avec un marteau, et on peut construire une maison. Mais si on veut construire une maison et qu'on n'a pas de plan, ou qu'on n'a pas d'architecte, elle ne tiendra pas debout. Donc ça ne sert à rien, et on peut faire une collection de marteaux, c'est pas pour ça qu'on aura la plus belle maison du monde. Donc c'est ça qui est très important, c'est pas la technologie pour la technologie. Quelque part, quand on va sur place, tu l'as vu
la technologie, on la voit pas. Mm. C'est invisible puisque c'est juste dans la façon dont on peut se connecter, la facilité avec laquelle on a accès aux services. Mais c'est le résultat d'une vision qui voulait que les gens passent le moins de temps possible à faire des démarches administratives. Et c'est un système qui s'appelle l'X-Road et qui fonctionne un peu comme un App Store dans lequel tous les services se greffent et sur lequel certaines entreprises privées peuvent aussi se connecter à condition qu'elles respectent les règles, dont la règle principale est celle que j'ai citée tout à l'heure, qui est l'interdiction de demander 2 fois dans une vie, donc pour un citoyen ou un client, si c'est un prestataire de service, la même information. Et ça, c'est possible grâce à l'identité numérique qui fonctionne parce que l'identité numérique est reconnue par la loi comme étant égale à l'identité physique, donc comme un passeport. Et ça permet de se loguer et d'être reconnu automatiquement sans avoir à redonner ses données. Par contre, ce qui est très important, c'est que comme ils avaient un historique d'état policier, ils ont fait en sorte que les citoyens soient propriétaires de leurs données. Donc, la plateforme a été créée aux alentours des années 2000 et la loi prévoyait déjà que les citoyens étaient propriétaires de leurs données. Donc maintenant, ça paraît quelque chose de plus ou moins normal parce qu'on est 20 ans plus tard et qu'il y a eu le RGPD, etc. Mais à l'époque, c'était extrêmement avant-gardiste. Absolument incroyable. Mais un autre pays ou un autre... qu'est-ce qu'on peut en tirer si on vit à l'extérieur, on est dans un autre pays, on gère une autre entreprise? Est-ce qu'il y a moyen de prendre davantage, ou en tout cas apprendre des leçons de la manière estonienne? Comment est-ce qu'on peut en prendre des leçons et en favoriser d'autres entreprises, d'autres états d'esprit? Alors, déjà, c'est une façon de penser, de raisonner. C'est le fait de ne pas penser qu'il faut de l'argent, beaucoup d'argent, pour résoudre un problème. Ça, c'est déjà quelque chose, c'est un peu ce qu'on appelle le lean ou l'innovation jugade. C'est vraiment, pas besoin de beaucoup d'argent. C'est surtout faire des choses simples et surtout penser les services ou les solutions euh, pour qu'elles soient faciles à utiliser et utiles pour les utilisateurs. C'est l'antithèse de j'ai une super idée, je vais faire ça et ça va faire un truc génial. Non, c'est de quoi est-ce que les gens ont besoin. En fait, moins ils font de démarches, mieux ils se portent. Donc, comment on va faire pour qu'il y ait le moins de démarches possible et comment on va faire pour qu'ils aient envie d'utiliser ce service. Parce que ça, c'était une chose qui m'avait interpellée parmi les entretiens qu'on a eus quand on a rédigé notre livre. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais en fait, les services, si personne ne les utilise, on les supprime. Parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas utiles ou qu'ils ont été mal conçus. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que quelque part, l'Estonie n'a rien inventé. L'Estonie n'a pas inventé l'identité numérique. Alors, ils ont inventé ce système d'État plateforme dans la structure dans laquelle ils l'ont construite, qui s'inspire un peu de la blockchain. Mais l'identité numérique existait quelques années auparavant en Belgique ou en Finlande. Par contre, les autres pays n'ont jamais atteint le niveau d'utilisation de l'Estonie, qui a pratiquement 90% d'utilisation, alors que c'est à peu près 30% en Belgique. Donc, ils n'ont pas inventé, ils ont assemblé des solutions pour que ça fonctionne, en faisant en sorte que ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment, c'est un peu ce qu'on pourrait dire du soft skill. Et puis, ils ont aussi une énergie et
une dynamique de rebond qui est assez phénoménale. Moi, j'ai été très marquée par, en mars dernier, donc au moment où toute la pandémie s'est déclenchée, j'étais à Tallinn et le gouvernement a déclaré l'état d'urgence et donc le confinement qui était partiel à un jeudi soir à 22h30. Et le lendemain, à midi, la communauté des startups et le gouvernement avaient ensemble réussi à organiser un hackathon qui a démarré à midi le lendemain pour hacker la crise du coronavirus et pour trouver en 48 heures des solutions qui permettraient à tout le monde de mieux faire face à la crise et même plus que de faire face à la crise, de la transformer en opportunité. Donc c'était assez phénoménal cette rapidité de réaction. Et c'est une culture de savoir transformer chaque obstacle, comment on va faire pour le transformer en opportunité. Alors, ce qui était incroyable, c'est que 5 jours plus tard, il y a plusieurs solutions qui ont été viables, qui ont été construites et mises en œuvre. Un chatbot qui permettait aux personnes de se connecter directement sur la plateforme du gouvernement et qui avait en live des informations sur l'évolution du virus, savait avec une cartographie, savait s'ils avaient le droit de sortir de chez eux ou pas, etc. Et puis il y a une solution aussi qui m'avait assez frappée, qui était une plateforme d'échange d'employés ou de collaborateurs entre entreprises, parce que vu les circonstances, certaines entreprises ont été complètement mises à l'arrêt et d'autres étaient en surchauffe. Et pour permettre à l'économie de continuer à fonctionner, cette plateforme permettait de transférer des collaborateurs d'une entreprise à l'autre sur des petites durées sans modifier les contrats de travail. Et donc c'était quelque part de la gestion d'urgence, mais c'était quand même pensé pour maintenir la vie économique et faciliter tout ce qu'on pouvait faciliter dans le contexte inédit dans lequel on était. C'est fascinant. Et est-ce qu'ils avaient fait beaucoup de la communication autour de ça? C'est-à-dire que j'imagine de toute façon qu'il y a eu au démarrage beaucoup de communication afin d'arriver à 90% des personnes qui prennent une identité digitale parmi beaucoup de gens moins jeunes qui n'ont pas l'habitude des digital natives. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était un peu le gourou ou qui a mené à bien, enfin la com était un peu le visionnaire ou là, parce que ça aurait pu être une femme? Le grand visionnaire de ça était une personne qui s'appelle Ilves et qui a été après président de l'Estonie et qui a été un grand inspirateur de ce système et qui a aussi inspiré la campagne nationale de formation de toute la population qui a eu lieu en 96. Donc, ce qui est important, c'est de voir que 96, c'est 2 ans avant la création de Google, et que 2 ans avant la création de Google, toute la population estonienne a été formée, quel que soit son âge. À cette époque-là, Internet et l'informatique est arrivé dans les écoles, et que maintenant, par défaut, depuis, tous les étudiants ou lycéens estoniens, quand ils passent l'équivalent de notre bac, ont appris à coder, ont appris à construire un petit robot et accessoirement parler anglais couramment. Donc là, on est déjà 25 ans plus tard. D'après ce que j'ai compris en lisant ton livre et aussi en visitant, et en écoutant ce que tu dis, évidemment, c'est pas un grand pays. À l'échelle d'une entreprise, évidemment, c'est grand. Enfin, c'est 1,3 million, enfin, ça peut paraître grand. Mais au niveau d'un pays, c'est tout petit. Et en tant que tout petit, ça ressemble plus à une entreprise. Et par ailleurs, dans tous les budgets,
il y a jamais suffisamment de ressources. Et ce que j'ai apprécié dans ce que j'ai appris, c'est qu'ils ont su quand même prioriser les choses. Ils sont pas allés chercher, on peut tout faire. Ils ont fait par bout, ils ont accepté des échecs, il y avait une certaine transparence et surtout, ils sont arrivés là, scotchés, à assembler de la confiance entre les entreprises, la population et le gouvernement. Alors, ça vient de plusieurs facteurs. On revient toujours au retour à l'indépendance en 91. L'État, à ce moment-là, qui était en formation, enfin, on va dire que les dirigeants de l'époque ont demandé aux entrepreneurs, on pourrait les appeler les start-upers de l'époque, de leur construire des solutions. Alors, ils avaient un atout qui était que sous l'occupation soviétique, il y avait un centre de cybernétique qui avait été créé à Tallinn. Donc, ils pouvaient se reposer sur des ingénieurs de vraiment très haut niveau. Et ce sont ces ingénieurs qui ont été les premiers, on va dire, entrepreneurs ou start-upers du pays et qui ont commencé à construire on pourrait dire que c'est un peu comme une construction de Lego. Ils ont commencé à construire des extraits ou comment on dit, je cherche mes mots, je suis désolée, des morceaux de cette plateforme. Et après, maintenant, les gens qui étaient à l'origine de ça et qui ont travaillé là-dessus, on dit qu'il y a 5 Big Five estoniennes, qui sont 5 grosses entreprises IT qui ont créé la majorité de la structure de la plateforme d'État estonienne. Ce qui est intéressant, c'est que ça a fonctionné aussi parce que les entreprises du secteur privé ont pu avoir accès à cette plateforme et les gens ont pris l'habitude de s'identifier numériquement avec l'identifiant unique, à la fois pour leur démarche administrative vis-à-vis de l'État, mais aussi pour avoir accès à son compte en banque, à la personne qui vous. Ça peut être aussi pour la. Parce que en fait, j'ai tout en anglais qui vient, donc j'ai du mal. Non, mais normal, normal. Il y a toutes les documents médicaux. Enfin, il y a toute une assemblée d'éléments. Donc c'est à la fois un réflexe pour tout ce qui est administratif, mais aussi c'est utilisé au quotidien et pratiquement beaucoup plus souvent d'ailleurs pour des prestataires de services privés qui peuvent être la téléphonie, la banque, l'énergie. Et les entreprises ont le droit de se greffer sur ce système à condition de respecter les règles. Hmm. Et pourquoi et comment est-ce que, c'est peut-être la question, la France en particulier pourrait adopter ce genre de système, parce que j'ai l'impression d'être toujours à l'âge d'écrire des chèques, de faire beaucoup en papier et l'espèce règne. Alors ça c'est une question qui n'est pas très simple. Ce qui est intéressant. Surtout la réponse n'est pas simple. Enfin, la réponse est encore plus compliquée que la question, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de se dire que l'Estonie peut être considérée comme un territoire français, si on remet les choses à échelle égale. Donc, ça pourrait être au niveau régional. Et donc, ça peut être très inspirant pour les territoires, pour une région, de voir comment ça peut fonctionner. Donc ça, c'est une échelle qui correspond. Après, au niveau de l'État français, c'est extrêmement complexe parce que ça fonctionne en Estonie parce que c'est un État plateforme et par définition, c'est horizontal. Et donc, avec des services distribués, des échanges, mais tout est horizontal. Alors que nous avons une structure historique qui remonte à Louis XIV, d'État très centralisé, jacobin, et sur lequel, plus on va rajouter de digital, sans réformer la structure même pyramidale ou verticale, plus on va encore renforcer la centralisation.
c'est un phénomène, comme on voit en Chine, un État centralisé avec énormément de numérique ou de digital, ça renforce encore plus le, la mainmise du pouvoir sur la population. Donc en France, c'est très complexe parce que si on veut moderniser l'État, il faut en fait changer sa structure, puisque sa structure n'est pas compatible avec un État numérique démocratique, sa structure actuelle. Donc en fait, il ne faut pas se contenter de dire vous allez vous connecter et tout va bien se passer. Il faut voir comment ça peut fonctionner avec vraiment une organisation différente. Ça ne peut pas être compatible en l'état actuel. Et au niveau de la relation avec le gouvernement, parce que si on prend la Finlande, où il y a un sens évidemment important de l'État, mais il y a un côté responsable de l'individu qui fait que je prends responsabilité, j'y vais, j'attends pas à ce que l'État fait tout. Alors ça, c'est une autre culture, c'est la culture des pays nordiques, qui est aussi très avec une influence protestante, qui est aussi pas du tout la même que la culture catholique. Et donc, et on retrouve aussi cette culture, on peut dire, alors qui est un peu dévoyée, si on peut dire, aux États-Unis. C'est la responsabilité de l'individu et c'est lui qui se fait. En Estonie ou en Finlande, on apprend aux enfants dès la maternelle à devenir des citoyens responsables et à se prendre en main. Et par exemple, en Finlande, ce qui est intéressant, c'est que les parents prennent très peu part à la vie scolaire parce qu'ils savent que, quoi qu'il arrive, leur enfant aura un diplôme et un métier. Donc, c'est le contraire des Tiger Mom. Évidemment, il y a une relation entre la Finlande et l'Estonie qui est intéressante, mais quand même, l'Estonie est différent. Et je me demande, je parlais avec quelqu'un qui disait que ce phénomène de Full Digital Nation, je pense que tu en parles, a économisé l'économie de quelques pourcentages par an dans le PIB. Donc, il y a un vrai argument économique à y apporter. Et puis, il y a des avantages de facilité, donc il me semble qu'il y a beaucoup de bonnes raisons d'y aller. Dans les autres choses qui sont faites, et tu en as profité, c'est pouvoir incorporer ton entreprise en Estonie. Ça doit avoir apporté quelque chose de plus à l'Estonie aussi, au-delà du gain de l'efficacité, mais le fait d'avoir un drapeau en disant nous sommes l'économie, le pays le plus digital. Est-ce que tu as une idée de comment ça a apporté quelque chose de plus à l'Estonie? Alors ça c'est amusant parce que donc c'est aussi encore un exemple de comment transformer en opportunité une difficulté. Comme dans beaucoup de pays d'Europe et d'Europe du Nord ou de l'Est, l'Estonie a un problème de niveau de naissance. Donc le taux de natalité est très bas. Et donc ils se sont rendus compte que ça posait à la fois un problème pour le pays, mais aussi pour l'économie, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus assez de personnes pour faire tourner les entreprises. Et ils se sont dit, comment on va faire il faut qu'on motive les gens, faudrait qu'on ait des gens qui viennent pour faire vivre l'économie, à la fois pour travailler, mais pour dépenser de l'argent, etc. Comment on peut faire? Et puis, voilà, que ce soit du marketing de l'immobilier ou du marketing national, si on peut dire, du national branding, c'est quelque part, c'est location, location, location. Donc c'est l'emplacement qui est très important. Et tu dis, oui, alors là, nous, on n'est pas très bien placés, on est vraiment excentré par rapport au centre de l'Europe. Le climat attire par exemple les digital nomades en Thaïlande, à Bali, etc. Bon, notre climat, il y a 6 mois de l'année, c'est quand même pas très friendly. Comment on fait?
Eh ben, ils se sont dit, on va faire en sorte que les gens ne viennent pas. Et on va leur dire, créez votre entreprise, mais ne venez pas. Créez votre entreprise en Estonie, bénéficiez de toutes nos facilités administratives au niveau du registre de commerce, etc. Mais vous n'avez pas besoin de venir. Et donc, c'est ça qui a donné naissance à l'e-résidence, donc la résidence numérique, qui n'est pas du tout une nationalité, hein, ça vous donne pas la nationalité estonienne, mais ça donne le droit de créer une entreprise en Estonie et de pouvoir la gérer à distance. Alors moi, je l'ai fait. Au départ, je l'ai fait parce que je voulais tester, savoir si ce qu'il racontait était vrai. Et puis, une fois que j'ai créé mon entreprise, il a fallu que j'en fasse quelque chose. Et du coup, j'ai créé des voyages d'études. J'organise des voyages d'études pour les entreprises. Et alors maintenant, évidemment, on le fait à distance, en digital. Mais jusqu'en mars dernier, j'emmenais des dirigeants en Estonie sur des thématiques qui peuvent être la santé ou le gouvernement, etc. Quels sont les plus grands enseignements que quelqu'un pourrait apprendre en venant faire un voyage d'études avec toi en Estonie? Alors, ça dépend quel est le but et quel est le secteur dans lequel on est. C'est que le premier enseignement, c'est de voir comment ça fonctionne en dehors de... Parce que on a un certain fantasme, en fait, par rapport à tout ce qui est digital. On imagine que les choses sont... Et de voir concrètement comment les gens vivent au quotidien et quel est leur état d'esprit, c'est déjà quelque chose qui est très important. Ensuite, c'est de voir à quel point le numérique n'est qu'un outil. Et c'est, quelque part, c'est un véritable projet politique, dans le sens noble du terme, et c'est un projet de société. Et qui fait qu'on veut, on met l'individu au centre et on fait en sorte que les choses marchent le mieux possible. Ensuite, qu'on soit un chef d'entreprise ou un responsable de collectivité territoriale, etc., ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a pas de limite. En fait, quand il y a face à un problème, en Estonie, on va chercher des solutions, on ne va pas dire ouais, mais c'est impossible. En France, dès qu'il y a quelque chose, on entend tout le temps oui, mais c'est impossible. Oui, mais. Oui, mais. Là-bas, c'est bon, ok, comment est-ce qu'on fait? Oui, et. Et quelquefois, c'est pas forcément des solutions extraordinaires. C'est juste comment on fait pour que ça fonctionne. Et ça, c'est très concret. Et puis, vous avez le droit d'essayer. Et c'est toujours aussi très intéressant, que ce soit pour une entreprise ou pour l'administration, c'est de tester à petite échelle. En France, on a la culture des projets nationaux, on fait tout à grande échelle, on ne sait pas si ça va marcher, mais hop, on y va. C'est par exemple l'exemple des portiques sur les autoroutes. C'est un gâchis phénoménal d'argent public et en fait de l'argent, de notre argent. Mais si on avait testé ça dans une seule région et qu'on avait vu que ça ne fonctionnait pas, on aurait fait des économies énormes. Et l'échec aurait été beaucoup moins grave, puisqu'on aurait vu, finalement, ça ne fonctionne pas, etc. Et donc ça, c'est aussi quelque chose de la culture estonienne qui est intéressant, c'est qu'on teste d'abord sur une population ou un petit territoire, et on voit si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, après, avec les systèmes qu'on a maintenant, on peut dupliquer sans problème grâce aux capacités informatiques qu'on a à l'heure actuelle. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord, mais j'ai aussi envie de dire que le fait qu'il y a beaucoup de femmes en haut, tout comme dans des cultures scandinaves, ça a aidé à avoir plus de pragmatisme autour de ça, parce que ce n'est pas juste comment faire bouger une entreprise, c'est comment faire bouger les lignes de société. Et puisque ça comprend toutes les données personnelles
l'aspect vital aussi. Enfin, ça, c'est mon impression pour avoir passé un peu de temps avec quelques hommes et femmes politiques. Il y a un côté, on est tous ensemble, comme tu dis, sur ce projet de société. Alors, sur ce projet, il y a un consensus transpartisan. Donc, quel que soit le parti politique, il n'y a pas de problème. C'est pas, ils vont se disputer sur plein de sujets, mais pas sur l'organisation numérique de la société. C'est incroyable. Ça, quelque part, c'est devenu leur ADN. Donc ça, ils ne le remettent pas en cause. Par contre, il y a une blague qui dit que quand on met 2 Estoniens dans une pièce, il ressort 3 avis. Donc, les débats politiques sont pas moins vivants qu'ailleurs. C'est pas pour ça que tout le monde est d'accord avec tout et a les mêmes opinions, etc. Mais il y a un consensus sur ce sujet-là. Génial. Violaine, merci d'être venue sur mon show. Comment est-ce que quelqu'un peut se connecter avec toi, acheter ton livre? Quels sont les meilleurs moyens? Alors, pour se connecter avec moi, le meilleur moyen, c'est LinkedIn. Pardon. LinkedIn, d'accord. Donc, c'est via LinkedIn. Et le livre, il est, Covid oblige, disponible sur Amazon. Donc, Amazon UK pour The Full Digital Nation et Amazon France pour Demain tous Estoniens. Eh bien, c'est bien un pays qui est prêt pour le Covid de travailler à distance. Alors oui, et ils ont réussi effectivement parce que notamment les fonctionnaires qui devaient rester chez eux pouvaient travailler en s'identifiant avec des conditions totalement sécurisées. Et donc, ça a permis des continuités de beaucoup de services. Et aussi, ce qui a été très important, c'est sur l'école. Parce qu'ils avaient un plan depuis plusieurs années de passer toute l'école et de créer un cartable numérique. Et il était, au moment du lockdown, il était réalisé à peu près 80% ce plan. Et donc, ils ont pu en un week-end passer à l'école online. Sans tout le cauchemar d'accompagnement pédagogique qu'on a connu en France. Oui, ailleurs. Avec une plateforme qui permettait à la fois aux élèves, aux professeurs de se connecter au même endroit, d'avoir les échanges, et avec des écoles aussi qui prêtaient des ordinateurs ou des tablettes aux enfants qui n'en avaient pas. Donc c'est pareil, on fait en sorte que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on n'a pas distribué à tout le monde des tablettes. De toute façon, c'est venu du jour au lendemain. Mais quand dans une classe, il y avait 5 enfants qui avaient besoin d'une tablette, le directeur de l'école trouvait une solution pour qu'ils aient des tablettes si leurs parents n'avaient pas les moyens de leur en fournir une. Donc, c'est toujours ce pragmatisme pour que tout le monde accède à la même éducation ou à la même information de façon égale. Et moi, c'est ce qui m'avait beaucoup plu dans ce projet politique, c'était cette volonté de mettre tout le monde à égalité devant les services. C'est une belle histoire, Violaine. Merci beaucoup. Merci, Minter. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust is the reason. Still, I won't toe the line. I sit here passively, hope for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe
day I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man building an urge. I'm a convinced man to live and die submerged. A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A convinced man in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust in my reason, and let me show you why. I'm a convinced man, practicing my lines. I'm a convinced man, here in these confines. A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, put to the test. I'm a convinced man, I'm ready for an arrest. I'm a convinced man in the arms of a woman.